Table 5, Dangy Marcel avec les Blancs contre Sauvin Jordan. Enfants, lycéens, enseignants et médecins, à chacun sa stratégie pour faire échec au roi. S'il pratique avec ses amis depuis la 6e, c'est la première fois que Marcel participe à un tournoi d'échecs, une façon pour lui de mesurer son niveau. Mais d'abord, c'était quand je regardais mes copains jouer. Je voyais qu'ils patientaient, ils étaient bien concentrés. Puis ils réfléchissaient en même temps. Ça fait que moi, je me suis dit, c'est mieux ça que de faire le foot, tout ça. On peut se fouler la cheville, tout ça, se blesser, alors que ça, on utilisait c'était le mental, l'intelligence. Et quand je suis à l'école, je joue tout le temps. Puis je joue aussi sur mon téléphone. Il y a tout le monde qui joue même. À force que nous, là, le groupe, là, à force de jouer au lycée, il y a des gens qui s'y mettent aussi. Pour Jean-Laurent Ajapunia, co-animateur de l'atelier d'échecs au lycée Williama Aodja, les bienfaits des échecs sur les élèves sont évidents. Et peu importe la filière, le niveau scolaire ou la classe sociale d'où l'on vient. Déjà, en tant qu'enseignant au lycée, tu vois, c'est intéressant d'amener une activité, on va dire, ludique qui augmente justement ce temps de réflexion, de concentration, surtout chez les élèves. Parce que voilà, quand on est au lycée, quand on rester 2 heures assis à écouter le cours, c'est long, quoi. Et le cerveau humain est assez limité justement dans son temps de concentration, mais avec les jeux d'échecs, du coup, ça t'entraîne justement à optimiser ton temps de concentration, quoi. Et le fait que la ligue d'échecs, elle vienne ici, c'est super important aussi de montrer aux élèves que voilà, à Nouméa, il y a une ligue, de montrer qu'il y a la ligue, il n'y a pas que la ligue du foot, la ligue du volley et tout, il y a aussi la ligue d'échecs. Pour nous, c'est très très important qu'on ait un lien avec les îles. Et puis surtout, on a repéré qu'il y avait des petites pépites à Marais, entre autres. En Nouvelle-Calédonie, la personne qui a le plus fort élo, il est à 2500. C'est-à-dire qu'on a quand même un grand maître international ici qui s'appelle Samy Choker. Mais on a aussi des très très bons joueurs qui sont à plus de 2000 élos. On a des personnes qui sont de toute ethnie et qui sont situées partout sur le territoire. Aujourd'hui, ce n'est pas Marcel qui remporte le trophée. C'est Gladys Hamou, elle aussi inscrite à l'atelier échecs du lycée, qui s'est faite remarquer avec un jeu exceptionnel. Si les joueuses restent minoritaires en Nouvelle-Calédonie, elles obtiennent proportionnellement de meilleurs résultats que les garçons. Dans de la tribu de Saint-Paul, chaque jour de forte pluie est synonyme d'inondation, qui dégrade fortement les conditions de vie. Une situation qui n'est pas étrangère à l'exploitation minière, comme le souligne Joseph Nepamwendou, le président du conseil de la tribu de Saint-Paul. Le sexagénaire observe toujours le même problème au niveau de sa tribu. Chaque fois qu'il y a inondation, l'eau arrive ici à la chapelle, la commune. Elle est toujours emmerdée, quoi. Les gens sont toujours emmerdés quand ils sont à la tribu. Ils ne peuvent plus sortir pour aller chercher du pain dans les deux sens, dans les deux côtés. Même constat pour Vanessa Nindémoin, originaire de la tribu de Saint-Paul et mère de 4 enfants. Cette femme au foyer de 37 ans vit de la chasse, de la pêche et de la culture vivrière. Son champ, pourtant situé à 300 mètres du lit de la rivière Thio, n'est pas épargné par les crues. Quand il y a les inondations ici, c'est pas évident parce que quand on vient pour regarder nos champs, l'état des champs, c'est de la boue, quoi. Nos cultures ils sont dévastées. C'est comme si que c'est un cyclone qui est passé. Ils sont dévastés, quoi. Ils sont loin de constituer une majorité, mais certains habitants ont décidé de ne pas dépendre de l'activité minière. C'est le cas de Loïc Toura, le président de l'association Artshore, l'association des artistes de Thio, qui tente d'apporter des solutions en s'efforçant de développer et partager les savoirs culturels. Parce que la culture, c'est nous, c'est l'identité. La culture, c'est le fond de ce que tu es. Puis si on nous enlève ça, le jour où il n'y aura plus des SLN ici, mais il n'y aura plus rien, tu vois. La SLN a par exemple récemment revu sa politique sociale afin d'améliorer ses relations avec les populations locales et ainsi éviter des blocages à répétition. Concrètement, cela se traduit par la création d'un bureau des communautés en 2019. Un premier pas pour tenter d'améliorer la perception du métallurgiste dans les communes minières qui souffrent des conséquences de la mine sans forcément se satisfaire des retombées économiques. Émile est membre de l'association Artshore. Sculpteur depuis plus de 20 ans, pour lui, cette exposition-vente est un bon moyen pour se faire connaître. Il y a beaucoup de gens qui savent maintenant que nous, on fait des... C'est comme moi. Non, il y a des gens qui viennent à la maison pour faire des commandes. Créée en 2012, l'association Artshore compte aujourd'hui 25 artistes. Des artistes qui, pour la plupart, travaillent à domicile et écoulent leurs produits
uniquement lors des grandes manifestations communales comme la foire de Thio. En 2019, l'association sollicite la mairie pour lui mettre à disposition un local dans le village. Malheureusement, tous les locaux communaux sont en cours de rénovation. Puis du coup, l'idée c'était que cette année, on commence avec une convention où la mairie met à disposition la salle polyvalente, là où on va exposer, pour pouvoir déjà faire un état des lieux des ventes qui vont se faire par rapport aux retombées des œuvres vendues. Et puis voir par la suite comment on peut louer un local dans la mairie, enfin dans la commune. Si les artistes parviennent à obtenir un local, ils devront répondre à la demande de la population et des touristes. En fait, nous, de notre côté, l'association, on doit quantifier. Comme j'avais dit, c'est que l'économie, il faut produire. Hein. Si on met en place le local, c'est que les artistes chez eux, il faut qu'ils doivent produire pas en gros stock, mais voilà, au moins, voilà, ils ont 10, 20 produits à vendre. Ça permet de faire tourner la boutique. En attendant, leurs œuvres sont visibles cette semaine ici à la salle polyvalente de Thio. L'exposition vente a lieu tous les 2 mois. Dès le premier jour de travail de Johanna, les patients sont au rendez-vous. Ils viennent d'eux-mêmes ou sur conseil des équipes médicales et de la gendarmerie. Autant d'hommes que de femmes consultent. C'est un espace qui est particulier parce qu'en fait, d'abord, il est gratuit. Ensuite, il est confidentiel. Et je pense que le plus important est là, à savoir que j'explique à tout le monde quand ils passent la porte et que je ferme la porte que tout ce qu'ils me disent va rester dans mes oreilles à moi, ça ne va pas sortir de cette pièce. Et donc je pense que c'est ça qui est apprécié. Le fait que ce soit confidentiel, qu'on puisse parler de tout et que l'écoute, elle soit pas jugeante et qu'elle soit neutre. Parmi les thématiques principales qui ressortent, 2 consultations sur 3 concernent les addictions et les conflits familiaux chez les hommes. Chez les femmes, 2 consultations sur 3 se rapportent à des violences conjugales et des violences sexuelles subies dans l'enfance. Pour Johanna, le travail de psychologue est un travail de soins et de prévention. Une maman qui est vraiment aux prises avec des difficultés conjugales et qui se fait violenter quotidiennement ne va pas être disponible en fait de la même façon pour son enfant qu'une maman qui va bien et qui sort, qui voit ses copines, qui va se promener, etc. Donc le fait de s'occuper de ces mamans-là qui ne vont pas bien a aussi un impact sur leurs enfants et sur les générations futures. Donc oui, on peut voir le travail du soin en psychologie comme un acte de prévention aussi. D'ici peu, Johanna passera une journée tous les 15 jours à Marais et à Ouvéa. Pour les équipes médicales sur place, le besoin d'accompagnement psychologique de la population est très fort. Il nous arrive lors des soins, tout ça, de recueillir un peu les propos de personnes. Mais des fois, on est tellement pris dans le soin, dans notre travail, que on n'a pas le temps pour ça. Voilà, on écoute mais sans vraiment écouter, quoi, parce que non, il y a d'autres personnes qui attendent tout ça, alors qu'on sait que la personne, elle est en demande, elle a besoin de discuter, mais on n'a pas ce temps-là. Et d'avoir quelqu'un dédié pour ça, avec le temps qu'il faut pour écouter les gens, parce que les gens, des fois, ils ont juste besoin qu'on les écoute. C'est bien. C'était le maillon un peu qui manquait en fait dans le cadre de la prise en charge. On a les travailleurs sociaux, on a une assistance sociale à l'IFO, un conseiller d'économie sociale et familiale à Marais, nous avons un éducateur spécialisé sur Ouvéa, et puis on a des agents de la famille, en plus nos orthophonistes. C'est le bouquet d'offres de prise en charge complet, quoi. T'as vu les maladies là ? Sandrine et son équipe de bénévoles observent et surveillent l'état de santé du récif corallien. Depuis 12 ans, ils recueillent des données scientifiques dans les 88 stations mises en place à travers tout le pays. Ce réseau, le RORC, pour Réseau d'observation des récifs coralliens, est le plus étendu de l'outre-mer. Je l'ai vu être magnifique au démarrage, un vrai jardin corallien avec beaucoup de petits poissons, zone de nurserie. Mais là, à l'heure actuelle, il n'y a plus rien, il n'y a plus de coraux, plus de poissons. On est vraiment sur un état dégradé. Alors, ce qui est intéressant dans la surveillance, et surtout quand elle est régulière, c'est qu'on apprend en fait à comprendre le fonctionnement d'un récif. Et donc, apprendre à comprendre le fonctionnement à un instant donné permet éventuellement d'anticiper de futures dégradations. Les observations du RORC sont destinées à être partagées avec la communauté scientifique internationale via l'IFRECOR, l'initiative française pour les récifs coralliens. En 2020, près de 120 bénévoles calédoniens ont recueilli des données pour contribuer au bilan de l'état de santé des récifs coralliens. Ce bilan, publié par l'IFRECOR, aborde également les herbiers et la mangrove. L'analyse comparative entre les différents outre-mer a permis de montrer que
En 2020, donc à l'image d'aujourd'hui, c'est qu'on a deux grands groupes de récifs. On a les récifs de la Caraïbe, de la Réunion et de Mayotte qui sont plutôt dégradés, et les récifs du Pacifique et des îles Éparses qui sont plutôt préservés. Cette étude a permis de mieux identifier les principales causes de la dégradation des récifs coralliens de l'outre-mer français, à savoir l'activité humaine, le réchauffement climatique et la répétition des phénomènes climatiques extrêmes. Pour conclure, un récif qui est en bonne santé, c'est un récif où il va y avoir une bonne complexité d'animaux, une bonne complexité d'habitats récifaux, et ça va lui permettre d'être plus fort donc, en cas de perturbation. Donc c'est aussi un récif qui est résilient. Le bilan préconise la poursuite et le renforcement des actions de préservation des coraux. Concrètement, cette préservation implique de renforcer la lutte contre le réchauffement climatique et de réduire les pressions liées aux activités humaines. On va effectuer un treuillage de 2 plongeurs, pilote à droite, hauteur de treuillage 70 pieds. Je suis à gauche. Mission du jour, secourir 2 personnes isolées en mer, localisées par le CASA, l'un des avions de l'armée de l'air. Les plongeurs sauveteurs dans le Puma prennent le relais. Ouais, plongeur à potence, 80 pieds. L'exercice est grandeur nature, une condition essentielle pour l'équipage qui doit se tenir prêt à une véritable intervention à tout moment. C'est une mission à laquelle on se tient prêt à intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on s'y entraîne très régulièrement parce que ça demande une certaine technicité. On a des machines qui datent des années 70 qui sont très fiables, très robustes, mais qui ne sont pas équipées de tenues stationnaires automatiques comme peuvent l'être les machines récentes. Donc on fait tout à la main. Donc celui qui a la bonne vision, c'est le treuilliste qui est à l'arrière et qui donc va nous guider à la voie. Donc là c'est vraiment un travail de confiance poussé à l'extrême et qui demande aussi un certain entraînement pour qu'on apprenne à se connaître. En arrière 7, allez en arrière 8, en arrière 8, en arrière 10, en arrière à droite 6. Les échanges sont permanents, l'équipage rodé à l'exercice. Au pays, l'armée de l'air réalise une dizaine d'opérations de sauvetage chaque année. C'est très facile, vous avez juste à suivre les numéros, vous en avez au total 20. Okay. Quand vous avez fini votre circuit, vous vous rendez sur le parcours course directement et vous enchaînez. Bonne balade à tous, à tout à l'heure. C'est avec un sac chargé de 5 kg que ces élèves de 4e effectuent un parcours d'1 kilomètre élaboré par leur professeur de PS. Ils feront le même parcours ensuite, sans le poids supplémentaire. C'était plus facile de courir sans les 5 kilos. Il faut manger sainement pour pas être en surpoids ou obèse. On remarque que beaucoup de facteurs vont conditionner l'apparition de l'obésité. On se rend compte que ces facteurs sont d'autant plus présents dans les zones sensibles urbaines comme Caméré. La proximité d'endroits où on peut acheter de la nourriture qui favorise l'apparition de l'obésité et le manque d'activité physique. Ça, ce sont des facteurs qui touchent beaucoup plus les quartiers sensibles que les quartiers favorisés. On en parle à la maison. On mange des légumes des fois. Comme maman, elle veut pas qu'on grossisse trop. Bon alors, on va faire un petit bilan, comme ça vous comprenez bien pourquoi vous avez fait tout ça, d'accord? Alors, à votre avis, pourquoi on vous fait faire cette matinée? Alors, à partir de ce qu'on a fait, donc du parcours, c'est de permettre aux élèves ensuite de se situer, savoir où ils en sont, savoir s'ils sont en surpoids ou pas. L'étape suivante, c'est essayer de leur proposer des solutions. Donc les solutions, c'est d'une part s'alimenter correctement et d'autre part avoir une activité physique régulière. Le projet s'articule également autour de cours de sciences de la vie et de la terre, du calcul de l'indice de masse corporelle par l'infirmière du collège et se terminera par un QCM afin de vérifier le niveau d'acquisition des notions par les élèves. On vient l'insérer à l'intérieur de la première boucle, du premier nœud là, coulissant, et on va venir resserrer sur la grande boucle, comme ceci. Et là, vous avez votre collet. Ça, c'est le nœud autobloquant. Nœud autobloquant, collet, piège-cage, toute une matinée pour Carole, la technicienne du projet Protège, pour former les 14 participants. Une formation qui a ravi les stagiaires prêts à mettre en pratique les différentes techniques de piégeage apprises ce matin. C'est encourageant quand même aussi de
essayer de venir déjà d'écouter et par rapport à tout ce qu'on nous a montré, on nous a transmis tout à l'heure. On va essayer de mettre en pratique. Ok. Et normalement, cette ficelle-là, ce bout-là, normalement, il va à l'extérieur comme ça. Hop, bien, hop, il saute comme ça. Ok. Le nœud autobloquant, donc ça nous a pris pas mal de temps avec les populations pour s'exercer, mais je suis là pour venir les former. Donc on a pris le temps pour se former. Et le piège-cage, c'est un piège d'attraction qui nécessite une étape d'appâtage. Donc il faut appâter l'animal pour pouvoir le capturer. Le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'on a eu une population qui était vraiment intéressée par ces différentes techniques qu'on a pu proposer. Vraiment intéressés, on a senti un engouement. La formation de piégeage s'est terminée cet après-midi à la tribu de Houned. Prochain rendez-vous dans un mois pour la formation chasse et sécurité.